Ouvrez grand vos oreilles. Quelque chose est sur le point de se produire, qui pourrait bouleverser tout ce que nous avons jamais cru savoir sur l'espace et le temps. Vous avez entendu parler des trous noirs, n'est-ce pas? Ces phénomènes denses au-delà de l'imaginable qui se trouvent généralement au cœur des galaxies. 2 d'entre eux, situés à 9 milliards d'années-lumière de la Terre, devraient entrer en collision. Et oh là là! Qui voudrait être présent pour assister à cela? Mettons une chose au clair, les trous noirs sont les objets les plus puissants de tout l'univers, du moins à notre connaissance. S'ils décidaient tout à coup de rouler des mécaniques, nous serions tous condamnés. Un trou noir était autrefois une immense étoile qui a implosé en une supernova, ce qui signifie que l'étoile s'est effondrée sur elle-même, et que l'immense énergie dégagée a créé un trou noir à sa place. En passant, les trous noirs n'aspirent pas les objets à la manière des aspirateurs. C'est un mythe répandu. Si nous remplacions notre Soleil par un trou noir au centre du système solaire, pas grand-chose ne changerait, sauf que nous gèlerions tous probablement. Mais les trous noirs peuvent faire quelque chose de bien pire qu'aspirer des objets. Ils pourraient anéantir l'univers en lui-même. Si un trou noir suivait la chronologie habituelle, il passerait de sa création à sa disparition totale. Mais ce processus est extrêmement lent. On parle de milliards et de milliards d'années avant qu'un trou noir ne perde l'entièreté de sa masse. Cela se produit car ils en perdent constamment, à chaque seconde qui passe. Les trous noirs éjectent cette masse par rayonnement, tout comme une théière en ébullition perd son eau sous la forme de vapeur. Pourtant, les choses se déroulent rarement comme prévu, tant dans nos vies que dans l'univers lui-même, apparemment. Il ne serait donc guère surprenant de découvrir que 2 trous noirs sont sur le point de s'effondrer. C'est ce que les scientifiques ont récemment découvert. Et disons simplement que c'est l'une des raisons pour lesquelles la communauté scientifique a quelques sueurs froides. La première question qui vient à l'esprit est « Qu'est-ce que cela signifie pour nous autres humains? Une annihilation totale? Allons, ne soyons pas si dramatiques. Dans le meilleur des cas, nous pourrions vivre une expérience digne d'Interstellar. Personnellement, je ne dirais pas non. Revenons un peu en arrière pour comprendre comment cela pourrait se produire. Il y a 45 ans, un groupe de scientifiques a commencé à observer un comportement étrange provenant d'une galaxie très lointaine. Cette galaxie se trouve à 9 milliards d'années-lumière de distance, et son nom scientifique est très compliqué. SDSS J430+2303. Aussi l'appellerons-nous simplement la galaxie très lointaine. On pourrait se demander, comment les scientifiques ont-ils bien pu observer ce trou noir si lointain s'il n'émet aucune lumière? Bonne question. C'est parce que les trous noirs accumulent des disques de gaz autour d'eux, et ils rejettent une partie de cette matière dans l'espace. Ces jets peuvent être détectés à des distances de plusieurs millions d'années-lumière. Si ces jets de gaz chaud sont dirigés vers l'espace, alors les scientifiques donnent à ces trous noirs un nom spécial, celui de blazar. Un blazar en particulier a récemment captivé notre attention, le PKS 2131-021. Encore un nom à coucher dehors. Aussi l'appellerons-nous simplement Igor. Imaginez que vous soyez un scientifique de Caltech, observant un blazar à travers votre télescope radio, et que vous remarquiez son étrange comportement. Sa luminosité semble fluctuer, comme le tic-tac d'une horloge. Au début, vous ne comprenez pas ce qui se passe par là-bas, dans ce recoin éloigné de la galaxie, mais ensuite, vous réalisez qu'il doit y avoir un autre trou noir qui tourne autour du premier. En d'autres termes, les scientifiques ont découvert qu'Igor orbitait autour d'un autre blazar, Grichka, et la régularité de ce scintillement ne peut signifier qu'une chose. Ils sont proches de la collision. Et ça ne fait qu'empirer. On estime que chacun des 2 blazars possède une masse équivalente à plusieurs centaines de millions de fois celle de notre Soleil. Vous voyez notre Soleil? Il est colossal, 33 000 fois plus massif que la Terre. Cela signifie que nous sommes confrontés à une chose qui dépasse l'entendement. Ce n'est pas la première fois que les scientifiques détectent un tel phénomène. En septembre 2015, l'observatoire LIGO a détecté une collision entre 2 trous noirs. Chacun d'eux était aussi grand que 30 soleils, et l'équivalent de 3 masses solaires a été libéré lors de l'impact. Et devinez quoi? Cette onde gravitationnelle a traversé la Terre à la vitesse de la lumière, mais sans vraiment nous affecter. Peut-être que vous dormiez et avez brièvement ressenti quelque chose d'étrange, mais rien de significatif ne s'est produit sur notre planète. C'est parce que cette explosion était relativement faible. La vérité, c'est que la collision prévue entre Igor et Grichka générera des ondes gravitationnelles sans précédent à travers les galaxies, et elles atteindront notre système solaire. Mais de quoi cette onde de choc est-elle réellement capable? Elle pourrait empêcher notre Soleil de libérer du gaz pendant quelques minutes,
ce qui signifie qu'il cesserait de réchauffer le système solaire. Imaginez que vous vous prélassiez une journée d'été et que soudain, l'atmosphère se fige pendant quelques secondes. Ça ne semble pas très agréable, n'est-ce pas? Mais cette possibilité est en réalité moins inquiétante que la suivante. Dans l'un des scénarios les plus catastrophiques, l'explosion résultant de la collision entre Igor et Gritchka pourrait rompre les liens qui unissent les atomes et tout désintégrer. Vous, moi, votre chat. Nous nous transformerions tous en petites particules flottant dans le vide spatial. Cela peut sembler terrifiant, mais les scientifiques affirment qu'un atome est constitué à 99% d'espace vide. Ça signifie que tout le monde sur Terre, nos 8 milliards d'êtres humains, ainsi que toutes les plantes, objets et animaux, sont composés à 99% de vide. Alors peut-être que tout ce qu'Igor et Gritchka accompliraient, c'est de désolidariser tous nos atomes. Par ailleurs, l'explosion pourrait perturber le tissu même de l'espace-temps, tel que nous le connaissons. Vous vous souvenez d'Albert Einstein, n'est-ce pas, avec les cheveux et la moustache? C'est lui qui a formulé la théorie de la relativité. Il a découvert que le temps était relatif et dépendait toujours de l'observateur. Cela signifie que le temps ne serait pas identique partout dans l'univers. Mais pourquoi donc? Eh bien parce que la théorie de la relativité d'Einstein est également une théorie de la gravité. Einstein a découvert que la gravité représentait l'effet que les objets exercent sur le tissu de l'espace-temps. Chaque objet possédant une masse, y compris vous, moi, votre chat et notre planète, crée une distorsion ou une déformation dans le tissu de l'espace-temps qui le fait se courber. Plus cette masse est grande, plus la force gravitationnelle est importante et plus le tissu s'en trouve distordu. Cela peut sembler compliqué, mais c'est ce qui crée différentes perceptions de l'espace et du temps à travers le cosmos. C'est pourquoi vous vieilliriez différemment sur Terre et sur Jupiter. C'est aussi la raison pour laquelle le temps s'écoule très différemment pour les cosmonautes en longue mission spatiale comparé aux gens restés sur Terre. Une collision entre deux méga-blazars pourrait ainsi perturber notre perception de l'espace et du temps, en raison de l'immense force de ces ondes de choc gravitationnel. Sans parler du fait que les trous noirs représentent déjà une distorsion considérable dans le tissu de l'espace-temps. Vous vous souvenez de cette scène dans Interstellar, n'est-ce pas? Où le personnage principal plie le continuum espace-temps au moyen d'un trou noir. Ne tentez pas cela chez vous, cependant. Pour autant que nous sachions, quiconque déciderait d'entrer dans un trou noir n'aurait aucune garantie de pouvoir un jour rentrer chez lui. Les scientifiques estiment que cette explosion de blazar se produira dans environ 1000 ans. Mais attendez une minute. S'il se trouve à 9 milliards d'années-lumière de la Terre, cela signifie que ces deux trous noirs auraient déjà dû entrer en collision bien avant la naissance de notre système solaire et de notre planète. Voyez-vous, le système solaire est né il y a environ 4 milliards d'années. Et comme il nous faut 9 milliards d'années pour recevoir la lumière émise par les blazars en premier lieu, cela veut dire que la collision des deux blazars s'est déjà produite et que ses effets atteindront la Terre dans 1000 ans. Cela signifie que les ondes de choc traversent déjà les galaxies en ce moment même. Mais pour autant, ce n'est même pas une chose à laquelle vos arrière-petits-enfants pourront assister. Imagine une planète errante, un vagabond cosmique que personne ne voudrait raccompagner à la maison. En gros, une planète errante a déjà été éjectée de son propre système stellaire et flotte désormais sans but dans l'espace, comme un cow-boy solitaire cosmique. Ces planètes ne sont pas purement théoriques, elles existent et les scientifiques en ont même détecté dans notre galaxie. En fait, les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir beaucoup de ces cosmonomades flottant autour de la Voie lactée. Et ce ne sont pas seulement de petits univers rocailleux comme la Terre. Certains d'entre eux sont des géantes gazeuses massives, plusieurs fois plus grandes que Jupiter. Ces mastodontes pourraient potentiellement avoir leur propre lune et même leur propre mini-système en orbite autour d'eux. Par exemple, l'une des planètes errantes les plus célèbres que nous connaissons porte un nom compliqué. Tiens, tu le lis toi-même. Elle est située à environ 80 années-lumière de la Terre et elle a été découverte en 2013. Sa masse est estimée à environ 6 fois celle de Jupiter et elle serait âgée d'environ 12 millions d'années. Et oui, ce n'est pas parce que ces solitaires cosmiques n'ont pas d'étoiles qu'ils sont méga froids. Ils peuvent encore générer de la chaleur et de la lumière à partir de leurs propres procédés internes. Certains peuvent même avoir des champs magnétiques et des aurores, tout comme la Terre. En d'autres termes, les planètes errantes pourraient potentiellement être habitables si elles réunissaient les bonnes conditions. Alors, à quoi ressemblerait la vie sur une telle planète? Et pourrions-nous éventuellement vivre dans un tel monde? Eh bien, exister sur une planète errante peut être une existence très solitaire.
Il n'y a pas de soleil pour se prélasser, pas d'atmosphère douillette pour se blottir et pas de voisin cosmique avec qui faire un barbecue. Ouch. C'est pourquoi il faut faire preuve de créativité. Commençons par le problème le plus évident. Il sera difficile de se passer de lumière et de chaleur. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Eh bien, nous devrions probablement investir dans des chauffages spatiaux très sophistiqués et porter des combinaisons spatiales dernier cri et super chaudes. Nous pourrions aussi inventer une toute nouvelle façon de produire de l'électricité sans dépendre de l'énergie solaire. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser l'énergie géothermique? Ça, c'est du sérieux. Chaque planète possède une source de chaleur interne. Sans elle, elle ne serait que des roches froides et sans vie flottant dans l'espace. Cette source de chaleur pourrait être exploitée et utilisée pour tout alimenter, des maisons aux usines en passant par les vaisseaux spatiaux. C'est comme si tu avais un jacuzzi assez grand pour alimenter une ville entière. Et cette ville sera très assurément située sous terre, au plus près de la source de chaleur. Concernant la lumière, il nous faudrait probablement fabriquer des lampes de poche ultra puissantes. Ou peut-être même apprendre à créer génétiquement des organismes bioluminescents pour éclairer nos maisons. Imagine des bases spatiales envahies de champignons et de plantes fluorescentes. D'ailleurs, en parlant de plantes, la présence de végétaux serait assez difficile à obtenir sans étoiles. Alors, que mangerions-nous ? Eh bien, nous pourrions utiliser les mêmes sources géothermiques dont nous avons parlé, ou certaines réactions chimiques pour subvenir à nos besoins. Et peut-être que nous développerions un goût pour les aliments riches en soufre ou que nous commencerions à fermenter nos propres boissons à partir de la boue volcanique bouillante. Miam! Mais outre la nourriture, nous avons un problème plus important. Vivre sur une planète errante serait à couper le souffle, littéralement, car nous n'aurions pas d'air. Tu vois, toutes les planètes errantes n'ont pas une atmosphère viable et stable. Tout dépend de leur taille, de leur composition et d'autres facteurs. Mais même si notre nouvelle maison avait une atmosphère, elle pourrait être incroyablement fine et précaire. Nous n'aurions pas de joli ciel bleu ou de coucher de soleil spectaculaire à admirer. Au lieu de cela, nous regarderions dans le vide infini de l'espace où les étoiles seraient plus brillantes que jamais. Et oublie les phénomènes météorologiques. Sans atmosphère pour les créer, nous n'aurions ni pluie, ni neige, ni orage. Et ce ne sont là que les plus mineurs des problèmes. Le pire, c'est que la température de la planète fluctuerait énormément, passant d'une chaleur insoutenable à un froid insupportable. Ce serait comme vivre dans un four que l'on allumerait et éteindrait en permanence. Et enfin, nous serions exposés à toutes sortes de débris spatiaux et de radiations cosmiques. Alors, si tu ne veux pas te transformer en chips, tu devrais investir dans une excellente protection solaire. Mais comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Il faudrait trouver un moyen de produire notre propre oxygène et probablement créer quelque chose comme une biosphère de l'air spatial. Par exemple, nous pourrions faire pousser des plantes capables de générer de l'oxygène, ou nous pourrions apprendre à filtrer l'air comme le ferait un purificateur de haute technologie. Enfin, il nous reste le dernier problème le plus important, trouver de l'eau. Et c'est là que les océans sous-marins nous viennent en aide. Là, nous plongeons vraiment au cœur des possibles. Mais sérieusement, les scientifiques suggèrent que certaines de ces planètes pourraient effectivement posséder des océans sous-marins. Ce serait comme vivre sur un ballon d'eau géant qui aurait été enfoui sous terre avec un sol sous tes pieds fait de glace et de roches. En d'autres termes, nous pourrions tout simplement puiser dans ces océans souterrains. Ils pourraient nous fournir une source d'eau pour la boisson, l'agriculture et la fabrication. Peut-être même d'autres ressources et matériaux que nous n'avons jamais vus auparavant. Et à propos, qui sait quelles créatures étranges pourraient se cacher dans ces mers souterraines? Mais rassure-toi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Même si nous n'avons pas d'oasis souterraine, il existe encore d'autres options. Nous pourrions obtenir de l'eau des comètes, de l'extraction de glace et même de l'atmosphère, celle que nous venons de créer tout à l'heure. Enfin, nous devons trouver et extraire des ressources pour construire nos maisons et d'autres choses. Et une planète errante n'a pas forcément le même type de ressources que celle en orbite autour d'une étoile. C'est comme essayer de trouver des trésors dans un désert. Ce n'est pas vraiment gagné d'avance. Il se peut que nous devions compter sur les ressources des astéroïdes proches et d'autres choses de ce genre. Et si nous voulons extraire des ressources de la planète elle-même, nous devrons peut-être percer des kilomètres de glace et de roches. Mais si tu es prêt à relever le défi, il y a toujours une chance que tu fasses fortune sur une planète errante. Et qui sait, peut-être découvriras-tu de nouvelles ressources encore plus précieuses que l'or ou les diamants. Super! On dirait que nous avons résolu les problèmes les plus importants. Il pourrait y avoir encore d'autres petites difficultés.
Par exemple, nous devrions également faire face à des jours et des nuits très longs en fonction de la vitesse de rotation de notre planète. Et nous n'aurions pas un cycle jour-nuit normal et régulier. La rotation de notre planète pourrait être totalement imprévisible. Peut-être aurions-nous des semaines de nuit suivies de semaines de jour, ce qui pourrait vraiment perturber nos horaires de sommeil. Nous devrions peut-être mettre au point un café particulièrement fort pour tenir le coup pendant ces longues et sombres nuits. Mais théoriquement, nous pouvons nous adapter à toutes ces choses et surmonter tous les défis. Et enfin, bienvenue sur la planète errante, là où le soleil ne se lève jamais, mais où les aventures ne s'arrêtent jamais non plus. Grâce à notre technologie avancée, nous avons réussi à créer un environnement confortable et habitable dans ce monde autrefois stérile. Le ciel au-dessus de nous est maintenant d'une belle nuance de bleu, rempli de nuages blancs duveteux et d'un troupeau occasionnel de créatures volantes. Que demander de plus ? Lorsque nous nous aventurons hors de nos habitats souterrains, nous sommes accueillis par un monde plein de surprises. Des plantes et des animaux étranges se sont adaptés aux conditions uniques de cette planète, certains ayant des caractéristiques bioluminescentes qui brillent dans l'obscurité. Et fais attention si tu veux aller nager dans les océans souterrains. Ils pourraient abriter des créatures bizarres qui veulent se régaler de... Eh bien, tu vois ce que je veux dire, non ? Peut-être. Comme tu peux le constater, nous avons créé des villes tentaculaires et des communautés prospères, alimentées par l'énergie géothermique de la planète. Nous avons également créé un tas de sources de lumière artificielle qui éclairent les nuits sombres et froides. Bien sûr, nous avons encore quelques problèmes de guidage et de mesure du temps, mais les choses ne sont pas aussi ennuyeuses qu'avant, n'est-ce pas ? Dans l'ensemble, vivre sur une planète errante aurait certainement ses défis, mais cela pourrait être aussi une façon assez excitante de découvrir l'univers. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous trouverons une telle planète et la transformerons en une métropole intergalactique animée. Mais d'ici là, profitons de notre chère Terre et protégeons-la. Un objet pesant des milliards de fois la masse de notre Soleil devrait être facile à trouver, n'est-ce pas ? Malheureusement, il se peut que ce ne soit pas si simple, et on a même assisté à la disparition d'un trou noir. Partons en voyage jusqu'à l'amas de galaxies Abell 2261, hébergeant en son centre un trou noir supermassif. Du moins, c'est là qu'il est censé se trouver. Mais il s'avère que ce phénomène spatial géant est introuvable. Les trous noirs supermassifs sont des monstres gigantesques qui tournent lentement au centre de leur galaxie d'origine. Ils rassemblent autour d'eux d'énormes nuages de gaz et de poussière, ce qui les fait gonfler jusqu'à atteindre des tailles inimaginables pour l'esprit humain. Si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait ne serait-ce qu'un peu de notre système solaire, nous serions condamnés. La distance entre cet objet énorme et la Terre pourrait être de plusieurs dizaines d'années-lumière, et pourtant, il ferait des ravages sur notre planète. La Terre, ainsi que les autres éléments du système solaire, seraient entraînés dans l'orbite du trou noir et condamnés à tourner autour de lui pour l'éternité, ou plus longtemps. C'est donc une bonne chose que de tels trous noirs restent loin de nous. En tout cas pour l'instant. Voyons donc ce qui s'est passé avec ce trou noir supermassif qui s'est enfui de ce gigantesque amas de galaxies situé à environ 2,7 milliards d'années de notre planète. Les scientifiques l'ont recherché avec l'aide de l'observatoire à rayons X Chandra et du télescope spatial Hubble de la NASA, mais sans aucun résultat jusqu'à présent. Le principal problème pour trouver un trou noir, c'est qu'il est, noir. Et l'espace est, tu l'as deviné, noir aussi. Il n'y a donc aucun contraste qui pourrait aider les astronomes à repérer le trou. Mais ils n'ont pas baissé les bras pour autant. Après tout, ils disposent de nombreuses autres technologies pour trouver les trous noirs, petits et grands, dans l'immensité de l'espace. Certaines de ces méthodes consistent à observer les étoiles en orbite autour des trous noirs. Parfois, c'est un faible signal d'onde gravitationnelle qui se produit lorsque deux trous noirs entrent en collision. Mais la technique la plus fiable consiste à observer les poussières et les gaz qui tombent. Le fait est que les trous noirs sont des objets spatiaux, dotés d'une gravité démentielle. Les régions de l'espace qui les entourent sont donc généralement un peu chaotiques. Le gaz et la poussière sont entraînés dans l'abîme sans fond, se compriment et s'échauffent. Ce faisant, ils libèrent un flot de rayons X. Les astronomes recherchent donc des sources très brillantes de rayons X dans l'univers. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse des derniers soupirs d'amas de matière géants avant qu'ils ne disparaissent dans un trou noir. Alors, pourquoi les scientifiques ne trouvent-ils pas de telles signatures de rayons X laissées par le trou noir d'Abell 2261 ?
L'un des aspects les plus mystérieux de sa disparition est que les radiotélescopes ont repéré certains signes de panache massif de matière surchauffée, projetés à un moment donné au cours des 50 derniers millions d'années. Ces panaches ont très probablement été provoqués par un grand trou noir, qui est aujourd'hui introuvable. Pour l'instant, on ne peut faire que des suppositions. Peut-être que 2 trous noirs de taille moyenne sont entrés en collision, poussant le géant nouvellement fusionné hors du centre de la galaxie. Les observations des étoiles de cette galaxie ont montré un amas de matière dense à quelques milliers d'années-lumière du cœur de la galaxie. Il s'agit peut-être du trou noir en fuite, mais malheureusement, aucun signal de rayon X ne provient de cet amas. Il se peut aussi que le trou soit toujours là, à sa place. Mais il serait en quelque sorte en train de dormir. S'il n'est pas alimenté en gaz et en poussière, il n'a rien pour se nourrir. Par conséquent, il ne peut pas émettre un flot de rayons X. Mais là encore, l'explication ne pas déranger trou noir en train de dormir n'est pas très satisfaisante. Pourquoi ne reçoit-il pas sa nourriture spatiale? Que s'est-il passé il y a 50 millions d'années? Quel est cet amas de matière qui s'éloigne à toute vitesse du centre de la galaxie? Autant de questions sans réponse pour l'instant. Au moins, on sait plus ou moins à quoi ressemblent les trous noirs. Ce qu'on voit est en fait l'ombre de l'horizon des événements d'un trou noir, visible sur la matière incandescente surchauffée qui tombe à l'intérieur du trou. La toute première photo électronique d'un trou noir est apparue en 2019. Mais les données permettant de la créer ont été collectées en 2017. Et il a fallu 2 ans à une équipe internationale composée de plus de 200 astronomes pour assembler l'image. On peut admirer cet étonnant phénomène spatial grâce à un vaste réseau mondial de télescopes, appelé Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplement EHT. Pourquoi un tel nom? C'est que l'horizon des événements est un point de non-retour à la périphérie d'un trou noir. Une fois que quelque chose, par exemple de la matière, des radiations ou de la lumière atteint cette limite, il n'y a plus aucun moyen pour elle d'échapper aux griffes du trou noir. Quoi qu'il en soit, pour capturer la toute première image d'un trou noir, les scientifiques ont créé un télescope virtuel, qui s'est avéré aussi grand que notre planète, en combinant la puissance de 8 puissants radiotélescopes. Ce n'était pas une mince affaire. Les chercheurs ont dû pointer simultanément les télescopes dans un ordre méticuleusement planifié à l'aide d'horloges atomiques précises réglées sur chaque télescope. De plus, pour réduire au minimum les risques de pluie et de mauvais temps, ils ont construit ces télescopes dans des régions très arides, comme le désert d'Atacama au Chili et le pôle Sud. Chaque jour d'observation, le télescope recueille environ 350 téraoctets de données. C'est 10 fois la quantité de données collectées chaque jour par le Grand Collisionneur de Hadron. Mais parlons un peu plus des trous noirs eux-mêmes. Il existe des trous noirs stellaires, plus petits mais encore plus dangereux que leurs pairs supermassifs. Ils apparaissent lorsque des étoiles qui n'ont plus rien à manger s'effondrent sur elles-mêmes. Si une étoile était assez grosse, elle se comprime toujours plus et voilà. Un petit trou noir stellaire apparaît. En dépit de son nom trompeur, il est toujours 5 à plusieurs dizaines de fois plus lourd que le Soleil. Contrairement à leurs cousins massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Même dans ce cas, un seul de ces minuscules trous noirs aurait la taille d'un millier de SUV. Selon une théorie, des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que 2 mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Il existe un trou noir supermassif en plein milieu de notre galaxie, la Voie lactée. Il s'appelle Sagittarius A étoile, et il est 4,3 millions de fois plus lourd que le Soleil. Et non, nous ne serons pas attirés par ce trou. Il se trouve à plus de 26 000 années-lumière de la Terre, trop loin pour avoir une quelconque influence sur notre planète. Toutefois, les astronomes ont récemment découvert que ce trou noir supermassif pourrait avoir des fuites. Si c'est vrai, cela signifie probablement que Sagittarius A étoile n'est pas un géant endormi, comme on le pensait auparavant. Il est peut-être encore actif, et les fuites enregistrées par les scientifiques pourraient être dues au fait que le trou noir hoquette en avalant des nuages de gaz. Si tu te trouves un jour près d'un trou noir, prépare-toi à ce que le temps ralentisse considérablement. Cela peut te convenir si tu n'es pas impatient de vieillir, mais ne te laisse pas entraîner au-delà du point de non-retour.
Un autre danger lié à la présence d'un trou noir est qu'il se comporte comme un énorme volcan galactique. De temps en temps, les trous noirs s'enflamment. Mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et cela crée des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu, des scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et les télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une colère il y a très longtemps. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère laissé derrière lui, qui était en fait un trou creusé dans le gaz chaud de l'amas, pourrait contenir 15 fois la Voie lactée. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Dans un système stellaire très très lointain, à 2600 années-lumière pour être plus précis, se trouve une exoplanète baptisée Kepler 1658b. C'est une géante gazeuse semblable à notre Jupiter. Mais ce qui la différencie de Jupiter, c'est que cette pauvre planète est condamnée. Elle se dirige en spirale vers son étoile mère, ce qui finira par provoquer une brûlante collision. Mais le plus intéressant, les astronomes seraient restés totalement ignorants de ce fait s'il n'y avait pas eu un tout petit indice. Il s'agissait d'un changement absolument minuscule dans l'orbite de cette planète. Et il serait passé complètement inaperçu si les astronomes n'avaient pas comparé plus d'une décennie de données collectées par différents télescopes. Concrètement, les astronomes ont observé cet exo-Jupiter passer entre notre planète et son étoile mère une fois toutes les 2 semaines au cours des 13 dernières années. Et ils ont constaté que l'orbite de la planète était de plus en plus réduite. Chaque année, Kepler 1658b a besoin de 131 millisecondes de moins pour effectuer une révolution autour de son étoile. Si cette tendance se poursuit, la planète entrera certainement en collision avec son astre dans 2,5 millions d'années. Même avant cette découverte, des simulations informatiques prédisaient déjà que certaines planètes pourraient finir par s'écraser sur leur étoile. Mais c'est la première fois que les astronomes ont acquis une preuve concrète d'une pareille issue, en mesurant des changements presque imperceptibles dans l'orbite d'un corps céleste. Ils savent maintenant avec certitude ce qui se passe lorsqu'une planète s'apprête à s'écraser sur son étoile, même si nous ne serons probablement pas là pour en être témoins. Mais laisse-moi t'en dire un peu plus sur cette planète condamnée. Elle a été découverte par le télescope spatial Kepler de la NASA, aujourd'hui hors service. Lancé en 2009, il avait pour mission de trouver des planètes en orbite autour d'autres étoiles, appelées exoplanètes. Et la toute première exoplanète repérée par le télescope a été la géante gazeuse dont nous venons de parler. Mais il aura fallu une dizaine d'années aux astronomes pour confirmer que ce corps spatial était bien une exoplanète. Cet astre est comme une version plus dense de Jupiter, prend l'équivalent de 6 Jupiter en termes de matière, presse-les en une boule environ 1,1 fois plus grosse, et voilà le travail. La planète est en rotation synchrone avec son étoile mère, ce qui signifie qu'elle effectue un tour complet chaque fois qu'elle achève une révolution autour de l'étoile. Par conséquent, c'est toujours le même côté de la géante gazeuse qui fait face à cette dernière. C'est la même chose que pour notre Lune. Notre satellite naturel est en verrouillage gravitationnel avec la Terre, c'est pourquoi nous ne voyons que la moitié de sa surface. Qu'est-ce qui attire inexorablement l'exo-Jupiter vers son étoile ? Eh bien, c'est le même processus qui éloigne la Lune de la Terre. Lorsqu'une Lune se trouve en orbite autour d'une planète, ou qu'une planète est en orbite autour d'une étoile, leurs forces de gravité interagissent et exercent une attraction sur la masse de l'autre. C'est ce qui provoque les marées sur Terre. Cette attraction libère de l'énergie et elle peut faire accélérer ou ralentir un objet. Dans le premier cas, le corps spatial s'éloignera peu à peu. Dans le second, il commencera à se rapprocher. Et c'est exactement ce qui arrive à cette géante gazeuse. Son étoile mère a une masse 1,5 fois supérieure à celle de notre Soleil. Il n'est donc pas étonnant que ces forces de marée ralentissent progressivement le mouvement de la planète, l'attirant vers l'intérieur. Tout cela semble assez tragique, mais cette collision potentielle n'est pas, et de loin, la chose la plus bizarre qui se produise dans l'espace. Penchons-nous sur d'autres cas. Bételgeuse, par exemple, une géante rouge située dans la constellation d'Orion, a commencé à s'assombrir en 2019. Et cela a déconcerté les astronomes.
À ce moment-là, l'étoile avait déjà enflé pour atteindre des proportions phénoménales. Si elle devait remplacer notre Soleil, sa surface s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Puis Bételgeuse est devenue moins lumineuse durant l'automne 2019, et ce processus s'est poursuivi jusqu'en février 2020. Les changements étaient perceptibles à l'œil nu, et pour cause, la luminosité de l'étoile avait chuté de 2/3. À ce moment, les astronomes étaient persuadés que Bételgeuse était sur le point d'exploser en une supernova. Ils ont continué à observer l'étoile, mais de façon inattendue, elle a retrouvé sa luminosité habituelle. Grâce au télescope spatial Hubble, les scientifiques ont compris que l'étoile avait éjecté une partie de sa matière et que celle-ci bloquait partiellement sa lumière. Que dirais-tu d'exoplanètes semblables à de la barbe à papa ? Il s'agit de planètes particulières situées en dehors de notre système solaire. Également surnommées super-puffs, elles ont la densité la plus faible jamais enregistrée, ce qui leur donne un aspect aérien et duveteux. Bien qu'elles ressemblent à la friandise la plus emblématique des parcs d'attractions, ces planètes sont absolument énormes. À bien y penser, les scientifiques découvrent sans arrêt des choses bien étranges dans l'espace. Certaines d'entre elles ressemblent juste à des taches floues. Mais il y a un type de ces taches qui ne s'apparente à aucun autre corps spatial connu. Les ORC, ou cercles radio étranges, ne sont visibles qu'au moyen de radiotélescopes. Il pourrait s'agir des restes de supernovas, mais certains astronomes vont jusqu'à affirmer qu'ils pourraient être l'entrée de trous de verre. Il s'agit de tunnels hypothétiques entre deux points très éloignés dans l'espace. La mission Juno a remarqué quelque chose d'étrange dans la haute atmosphère de Jupiter. Cette manifestation inhabituelle consistait en des phénomènes lumineux transitoires bleutés, virevoltant au-dessus de la surface de la planète. Il s'agissait de deux types d'éclairs étincelants, qui se produisent pendant de courtes périodes de temps, quelques millisecondes tout au plus. Ils s'étendent de haut en bas vers la surface de la planète. Sur Terre, ces éclairs se produisent généralement à une hauteur de 100 km au-dessus d'orages massifs. Les planètes errantes ne tournent pas autour de leur étoile, peut-être parce qu'elles n'en ont tout simplement pas. Ces corps spatiaux flottent librement à travers l'univers et peuvent se retrouver littéralement n'importe où. Ils sont également assez difficiles à détecter, car les planètes errantes ne produisent que de faibles émissions. Mais il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont repéré la plus petite planète errante de la Voie lactée. Elle est plus petite que la Terre, mais un peu plus grande que Mars. Les sursauts radio rapides sont des émissions spectaculaires d'ondes radio d'une durée de quelques millisecondes, sauf qu'ils recèlent autant d'énergie que notre Soleil en produit en plusieurs jours. La plupart de ces sursauts radio rapides proviennent de très loin, bien au-delà de la Voie lactée. Mais récemment, des astronomes en ont détecté quelques-uns provenant de notre propre galaxie. Et leur source était un magnétar situé à seulement 30 000 années-lumière de notre planète. Si elles existent, les pattes nucléaires sont la matière la plus solide de tout l'univers. Formée à partir des restes d'étoiles éteintes, cette substance est comprimée pour former des enchevêtrements de matière semblables à des spaghettis. Elles peuvent se briser, mais seulement si tu y appliquais 10 milliards de fois la pression nécessaire pour rompre l'acier. Il n'y a pas si longtemps, des chercheurs ont découvert que l'une des étoiles les plus massives de notre voûte céleste avait tout simplement disparu. Il s'agissait d'une étoile située à 75 millions d'années-lumière de la Terre. Normalement, c'est trop loin pour que les astronomes puissent y distinguer clairement des étoiles individuelles, à moins qu'elles ne soient énormes. Et l'étoile dont nous parlons l'était clairement. Elle brillait 2,5 millions de fois plus fort que notre Soleil. Les astronomes ont vu cette étoile pour la dernière fois en 2011. Ils ont décidé de l'examiner de plus près après quelques années, mais il était déjà trop tard. L'étoile avait disparu. Des étoiles aussi massives achèvent généralement leur existence dans des supernovas extrêmement lumineuses, mais les astronomes n'ont rien remarqué de tel. Il existe une théorie selon laquelle l'étoile se serait effondrée en un trou noir, sans produire de supernova au préalable. Ce phénomène se produit chez les étoiles en fin de vie, mais demeure extrêmement rare. Il y a les trous noirs, et il pourrait y avoir aussi des mini-trous noirs, même si leur existence n'a pas encore été démontrée. Contrairement à leurs énormes cousins, ces hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, soit pas plus gros qu'un atome. Leur masse pourrait varier, mais ces corps miniatures pourraient avoir la masse d'un millier de voitures.
Une théorie affirme qu'une immense quantité de micro-trous noirs aurait pu être créée juste après le Big Bang et le commencement de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à avancer que notre planète pourrait être traversée par un ou deux mini-trous noirs tous les jours. À plus de 7000 années-lumière de la Terre se trouve la nébuleuse de l'Aigle, un jeune amas d'étoiles âgé de seulement 5,5 millions d'années. Le télescope spatial Hubble a réussi à prendre une photo de plusieurs formes sombres près du centre de cette nébuleuse. Il s'agit des piliers de la création, une région active de formation d'étoiles. Avoue quand même que ça a du style. Supposons que l'humanité soit confrontée à une énorme menace venue de l'espace. Une pieuvre géante arrive dans notre système solaire et mange Vénus, Mars, la Terre et toutes les autres planètes à l'exception de Saturne. Nous décidons donc d'aller nous installer sur cette planète aux anneaux gigantesques. Par chance, nous disposons déjà de la technologie nécessaire à un tel voyage. Nous embarquons dans nos vaisseaux géants et décollons vers Saturne. Vivre sur la planète elle-même est impossible, car elle n'a pas de sol à proprement parler. Nos vaisseaux ne pourraient pas y atterrir. Saturne est une boule de gaz géante 9 fois plus large que la Terre. À titre de comparaison, visualise une pièce de 5 centimes à côté d'une balle de baseball. En outre, son atmosphère se compose essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Essayant d'atterrir, nous n'atteindrions jamais la terre ferme. Et plus nous nous enfoncerions, plus la pression augmenterait, nous réduisant finalement en miettes. Il ne nous resterait donc qu'une seule option, les fameux anneaux. Des particules de glace et de roches de différentes tailles qui tournent autour de la planète à une vitesse phénoménale. Il s'agissait à l'origine de comètes que la gravité de Saturne aura fait dévier de leur trajectoire avant de les broyer. En s'accumulant, ces fragments sont ensuite venus former les anneaux que tu connais si bien. Certaines de ces particules sont rapides, d'autres plus lentes. L'anneau D est le plus proche de la planète. Ensuite, il y a les anneaux C et B. Après ça, il y a un grand espace appelé division de Cassini. Les anneaux A, F, G et E se trouvent derrière. Cette classification nous permet de cartographier les anneaux. Nous en approchons donc, mais nous n'osons pas tout de suite y atterrir. Il faut d'abord y envoyer des robots à des fins d'analyse. Nous choisissons une zone à l'intérieur de l'anneau E. En fait, la distance entre les rochers est assez grande, et notre navette peut facilement se frayer un chemin. Il y a de minuscules particules, d'énormes rochers de la taille d'une maison et des comètes de la taille d'une montagne. Un premier robot fonce jusqu'à un gros rocher, mais un caillou gros comme une balle de baseball le pulvérise. Un autre robot se fait écraser entre deux rochers. Une pluie de stalactites surprend notre troisième robot qui n'y survit pas. Dans nos vastes ateliers, nous pouvons construire d'autres robots. Nous utiliserons à présent des matériaux plus résistants. De nouvelles capsules atteignent un autre rocher. Des particules viennent s'abattre sur elles, mais sans faire de dégâts. Nous parvenons donc à établir une petite station où nous pouvons nous installer. Mais très vite, un gros morceau d'astéroïde détruit notre projet. Il semble que nous devions changer de stratégie. Nous scannons le voisinage de l'anneau E et calculons les trajectoires de ces milliards de pierres. Au milieu du chaos, nous découvrons quelques cailloux qui, selon nos calculs, devraient rester intacts suffisamment longtemps. Nous atterrissons sur ces gros rochers et commençons à nous y installer. Nous construisons des stations alimentées en électricité par de puissantes batteries. Saturne se trouve à une distance de 9,5 unités astronomiques du Soleil. Une unité correspond à la distance entre le Soleil et la Terre. Il fait donc assez froid sur Saturne. Voilà pourquoi elle est entourée de tant de glace. Comment obtenir l'énergie nécessaire pour la réchauffer? Nos grands vaisseaux n'y suffiront pas. Et des panneaux solaires seraient inefficaces. Nous sommes trop loin du Soleil. Nos scientifiques conçoivent donc un moyen de générer de l'énergie à partir de toutes ces particules. Comme avec un moulin, le vent entraîne ses ailes et le mouvement est converti en énergie. Nos ingénieurs construisent donc des panneaux afin de recueillir l'énergie des particules. Et leur vitesse ne ralentit jamais, car c'est la gravité de Saturne qui les fait tourner. Nous disposons donc d'une source d'énergie presque illimitée. Des plantes produisent de l'oxygène sur certaines stations grâce à la photosynthèse. Mais au lieu de la lumière du soleil, elles puisent leur énergie dans les ultraviolets.
Ensuite, les gens remplissent de grands réservoirs qu'ils transportent jusqu'à leur domicile. Nous commençons à occuper les anneaux adjacents. Pas besoin d'utiliser beaucoup de carburant pour aller d'un endroit à un autre. Tu peux te poser sur un rocher, calculer sa trajectoire et attendre qu'il t'amène à l'endroit voulu. Ensuite, tu peux passer sur un autre rocher et ainsi de suite jusqu'à atteindre ta destination. De plus en plus de gens quittent leur vaisseau pour se rendre sur les anneaux. La vie s'améliore, mais certains souffrent de problèmes psychologiques. Ce mouvement constant dans le vide rend les gens un peu fous. Imagine-toi vivre sur un carrousel qui ne s'arrête jamais. Tu ne peux pas te rendre au supermarché quand tu veux, il faut attendre qu'il passe. On ne peut pas sortir se promener, même en combinaison spatiale, parce que tous ces cailloux volants sont dangereux. Et on ne peut pas faire de projet, car un morceau de glace peut nous tomber sur la tête à tout moment. Et les ordinateurs ne nous aident pas beaucoup. Ils ne peuvent pas calculer la trajectoire de tous ces corps spatiaux. Les rochers ont tendance à se fragmenter en des centaines de petits morceaux. De nouvelles comètes arrivent tout le temps et s'ajoutent aux anneaux. Tout cela nourrit un sentiment d'incertitude et d'anxiété. Et puis il fait sombre, froid et on se sent très seul dans ces anneaux. Tu voulais construire une base sur un objet spatial? Ton meilleur ami a atterri sur un autre rocher distant de quelques kilomètres. Puis un morceau de glace a percuté son rocher, augmentant sa vitesse. Quelques jours plus tard, ton ami est déjà très loin. Et ça se produit en permanence. Le seul moyen de changer de vie est de s'installer sur l'une des lunes de Saturne. La planète en compte 83. On en a déjà identifié et nommé 63 et nous suspectons l'existence de 20 lunes de plus. Chacune est un monde unique. Certaines pourraient même être habitables. La meilleure candidate est Titan. Il y a peut-être de l'eau sur ce satellite et sa pression atmosphérique n'est qu'une fois et demie supérieure à celle de la Terre. Son atmosphère se compose d'azote et d'un peu de méthane, ce qui forme un smog de carbone dans ses couches supérieures. Pour cette raison, nous ne pouvons pas étudier cette lune depuis la Terre, mais Titan orbite loin des anneaux de Saturne. Cela signifie que l'on pourrait y mener une vie tranquille. Il y a aussi le satellite Phébé, couvert de cratères comme notre Lune. Ce corps céleste géant ressemble à une météorite. Les gens ont donc l'embarras du choix quant à l'endroit où commencer leur nouvelle vie. En quelques centaines d'années passées sur nos vaisseaux près de Saturne, nous en apprendrions beaucoup sur ces satellites. Alors pourquoi avoir essayé de vivre sur les anneaux? Pourquoi ne pas avoir tout simplement atterri sur l'une des lunes? Parce que cette vidéo serait moins amusante et beaucoup plus courte. Et si nous étions nés dans les anneaux de Saturne? Disons qu'une météorite massive contenant de l'eau gelée a été happée par la gravité de la planète. Dans la glace se trouvaient des formes de vie très simples. Et cette vie a commencé à évoluer. Imaginons que le gros rocher ait réussi à rester intact pendant des centaines de millions d'années. À un moment, les humains seraient apparus. Bien sûr, ils seraient très différents. Tout d'abord, la force gravitationnelle y est moindre. Ils seraient donc plus grands, mais moins forts. Leur peau serait pâle à cause du manque de lumière, mais très résistante en raison du froid. Les particules de glace et tout le sable volant dans l'espace rendraient leur peau dure et rugueuse. Vêtus d'une telle armure organique, sans pesanteur, ils sauteraient d'un rocher à l'autre à la recherche d'eau et de nourriture. D'ailleurs, ce serait là le principal problème. Comment les gens survivraient-ils sans oxygène dans le vide de l'espace? Où trouveraient-ils de quoi manger? Les anneaux de Saturne sont un endroit plutôt dangereux. Si même une forme de vie très simple ne peut y survivre, comment l'être humain le pourrait-il? Par conséquent, même en théorie, la présence d'animaux évolués y est impossible. Voyons combien d'objets en forme de spirale tu vas pouvoir trouver autour de toi en ce moment. Je parie qu'il y en a plus que tu ne le penses. Une spirale est peut-être cachée dans les pétales de tes plantes d'intérieur. Une spirale se trouve probablement dans le coquillage que tu as rapporté de ta dernière sortie à la plage. Si aucun de ces objets ne figure dans ton environnement, va juste vers un miroir et tourne-toi un peu sur le côté. Au cas où tu ne l'aurais pas encore remarqué, même nos oreilles ont la forme d'une spirale. Pourquoi la nature semble-t-elle avoir une telle prédilection pour cette forme? De nombreuses théories tentent d'expliquer ce phénomène étrange. L'une d'entre elles est basée sur la séquence de Fibonacci.
Au départ, ce mathématicien italien ne s'intéressait pas vraiment aux spirales. Il étudiait les lapins lorsqu'il a eu l'idée de cette théorie. Fibonacci a inventé une séquence pour résoudre un problème de croissance d'une population de lapins. Recréons son expérience. Si on place un couple de lapins dans un espace clos, combien de couples de lapins y trouvera-t-on au bout d'un an ? Pour résoudre ce problème, Fibonacci a posé quelques conditions à son expérimentation théorique. Tous les lapins doivent naître par paire, un mâle et une femelle. De plus, les lapins peuvent commencer à se reproduire après un mois. Par ailleurs, chaque couple de lapins produit une paire de petits chaque mois. Et enfin, aucun des lapins ne meurt avant la fin de l'année. À partir de ces hypothèses, Fibonacci a établi la séquence suivante. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 et ainsi de suite. Les deux premiers nombres de la séquence, 1, 1, représentent le couple initial de lapins. Le nombre suivant, 2, représente le nombre de couples de lapins après le premier mois. Un couple de lapins de départ plus un couple de petits. Le quatrième chiffre, 3, correspond au nombre de couples après le deuxième mois. Deux couples des lapins initiaux plus un couple de descendants. Et ainsi de suite. Il s'est aperçu rapidement que sa série était constituée de chiffres dont chacun était la somme des deux précédents. De nombreux autres mathématiciens se sont penchés sur cette séquence au fil des années. Ils ont rapidement été surpris de découvrir que ce système se retrouvait dans de nombreuses structures naturelles, telles que la disposition des feuilles sur une tige et celle des graines sur un tournesol. Si tu ne comprends pas pourquoi il en est ainsi, prends une feuille de papier et un stylo. Ensemble, nous allons essayer de dessiner la spirale de Fibonacci. Tu devras commencer par un petit cercle au centre de ta feuille, puis dessiner des cercles plus grands autour, sans lever le stylo de la feuille, en utilisant les chiffres de la suite de Fibonacci. Par exemple, le premier cercle a une largeur de 0 unité, le deuxième cercle a une largeur de 1 unité, le troisième cercle de 1 unité, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que nous ajoutons des cercles, ils s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres pour former une spirale. La spirale devient de plus en plus grande, mais elle suit toujours le même modèle basé sur la séquence de Fibonacci. Un autre spiraliste célèbre s'appelait James Bell Pettigrew. Ce naturaliste écossais était fasciné par le mystère des spirales qu'il remarquait presque partout dans la nature. Il les a étudiées à toutes les échelles, des nébuleuses géantes de l'espace aux minuscules molécules. Malgré ses recherches, il ne parvenait pas à comprendre l'origine de la spirale. Il était persuadé qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène physique et que les organes des plantes et des animaux n'avaient pas seulement la forme d'une spirale, mais qu'ils fonctionnaient également de manière spiralée. Au centre de ses travaux sur cette forme unique se trouvait le cœur humain. Pettigrew pensait que la structure en spirale du cœur était le mystère de tous les mystères. Il estimait également que cette configuration était à l'origine des contractions musculaires et de la façon dont le sang semblait circuler dans nos cœurs. La raison pour laquelle la spirale semble être omniprésente est peut-être très simple, son efficacité. Prenons l'exemple du banal tournesol. Il a trouvé un moyen de présenter ses graines afin de les exposer au soleil de manière uniforme, sans perdre d'espace et sans être limité dans sa croissance. Les escaliers en colimaçon sont également un bon exemple. Ils sont tout simplement plus pratiques. Il est plus facile de les monter et ils prennent moins de place que les escaliers habituels. Nous sommes également plus enclins à remarquer cette forme que d'autres. En effet, une forme en spirale, ou ses proportions, est plus esthétique pour l'œil humain. C'est la raison pour laquelle les architectes d'intérieur, les artistes ou les illustrateurs utilisent souvent ces principes dans leur travail. Le symbole de la spirale est également le plus ancien que l'on trouve sur tous les continents civilisés. Certains historiens sont convaincus que dans l'art asiatique, la spirale pourrait représenter le soleil car elle a été retrouvée sur des tuiles de toit datant de la dynastie Tang, près de l'ancienne ville de Chang'an. Les scientifiques supposent qu'il représente le cycle de la vie, la façon dont nous passons et renaissons d'une manière ou d'une autre. C'est probablement parce que dans certaines civilisations anciennes, les gens croyaient que le soleil naissait chaque jour, s'éteignait chaque nuit et renaissait le matin suivant. Tu as peut-être aussi remarqué que la spirale est un symbole associé à l'hypnose et à l'étourdissement. Il n'existe aucune preuve réelle que l'on puisse hypnotiser quelqu'un en lui faisant fixer une spirale pendant un certain temps. Mais ses effets sur notre capacité à nous concentrer et sur nos nerfs optiques sont évidents.
Après avoir fixé une spirale en rotation pendant un certain temps, on remarque que les objets deviennent plus petits ou plus grands en fonction de la direction de la spirale. Il est facile de comprendre pourquoi certains ressentent cette sensation comme hypnotisante. L'une des caractéristiques les plus distinctives de l'ADN est sa forme en spirale. C'est ce qu'on appelle la double hélice. La double hélice se forme lorsque deux brins d'ADN s'enroulent l'un autour de l'autre, comme une échelle qui se forme en spirale. Cette forme est essentielle pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, la forme en spirale permet à l'ADN d'être compact et efficace. La double hélice peut contenir une grande quantité d'informations génétiques dans un minimum d'espace, ce qui permet aux cellules de stocker de vastes quantités de matériel génétique dans un périmètre restreint. Deuxièmement, la forme en spirale permet à l'ADN d'être flexible et de réagir aux changements de notre environnement. Comme la double hélice est composée de deux brins qui peuvent se déplacer l'un par rapport à l'autre, notre ADN peut changer de forme. Enfin, la forme en spirale de l'ADN lui permet d'interagir avec d'autres molécules dans la cellule. Prenons une vue d'ensemble. Je veux parler de la plus grande d'entre elles, celle des galaxies que l'on trouve dans notre univers. Elles ont également la forme d'une spirale en raison de leur rotation et de la présence de matière noire. Lorsque la galaxie tourne, les étoiles et les nuages de gaz qu'elle contient se déplacent de façon circulaire autour de son centre. Ce mouvement crée une forme de spirale car les étoiles et les nuages de gaz sont attirés vers le centre de tout le système. En outre, la présence de matière noire, qui est un type de substance qui n'interagit pas avec la lumière, crée des forces gravitationnelles qui contribuent à donner à la galaxie la forme d'une spirale. Mais il n'est pas nécessaire de chercher aussi loin pour comprendre l'importance des spirales. Ton tire-bouchon a lui aussi la forme d'une spirale, car il te permet d'ouvrir plus facilement la bouteille de vin. La vis que tu as plantée dans le mur pour accrocher un tableau est également en forme de spirale. Celle-ci lui confère une adhérence et une stabilité accrue. Tu as un carnet de notes sur ton bureau ? Ces pages sont peut-être maintenues ensemble par un fil métallique spiralé. Cela permet de feuilleter plus facilement le carnet sans en abîmer les pages. Même les cheveux peuvent avoir une forme bouclée. Plus ils sont bouclés, plus ils sont secs. Cela signifie que le sébum du cuir chevelu se dépose plus lentement sur la mèche, ce qui facilite l'entretien et le nettoyage. Si tout cela t'a un peu tourné la tête, repose-toi, on a fait le tour du sujet.